clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barça. Verratti, pour 11 millions, encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup moins prouvé, je pense, que Belhanda, donc on est un peu dans l'excès là. Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Je vous fais le pari qu'il sera rarement même dans les 18. Nicolas Villas. Ravi d'être avec vous, nous sommes ensemble pendant une heure, nous sommes ensemble jusqu'à minuit et vous êtes dans l'after avec Ali Benarbia. Bonsoir Ali. Bonsoir Nicolas. Avec Jonathan Macardy. Bonsoir Jonathan Macardy. Bonsoir Nicolas, bonsoir Ali. Salut Jonathan. Les mecs, tout va bien? Ça va. C'est vrai? Bah ouais, ça va. Écoute, ça va aussi. Pourquoi pour ça irait Montpellier. Bah, je sais la pas. Coupe du Monde qui arrive. Il y a Montpellier qui s'est qualifié tout à l'heure pour la finale du top 14. Victoire 40-14 face au Loup. Voilà Montpellier qui jouera une première finale de top 14 pour la première fois depuis. Ça sent la 2011. victoire des Montpelliérains cette année. Hein. Ouais, tu penses? Alors le télé. demi-finale c'est demain à 16h45 entre le Racing 92 et Castres. Ouais, donc moi je pense que cette année c'est Ils ont Montpellier. terminé premier. Hein, non, mais ils ont été constants toute la saison. Hein. Donc ton favori c'est Montpellier. Montpellier. Voilà, spécialiste de rugby, il a peut-être oui, complètement. Complètement du côté Martigues de Narbonne. Non, de Narbonne. Attention, pas de Martigues. Excusez-moi, j'ai pas fait avec le Tu roules les airs, Narbonne. Et sachez également qu'il y avait un match amical, l'équipe de France Espoir qui s'est inclinée dans un match amical face à la Suisse, 2-1. L'information de la soirée, elle vient de tomber, messieurs. Le procureur du ministère public de la Confédération helvétique, de la Confédération suisse justement, a envoyé un courrier qui est daté du 24 mai dernier à l'ex-patron de l'UEFA Michel Platini. Dans cette lettre, le parquet suisse blanchit officiellement Michel Platini, c'est une information du Monde, dans le cadre de la procédure pénale ouverte en septembre 2015 contre l'ex-boss de la FIFA, Sepp Blatter. Alors c'était pour un paiement prétendu, je cite, déloyal de 2 millions de francs suisses, ce qui fait un peu moins de 2 millions d'euros, qu'il avait fait aux Français. C'était en février 2011, et là je cite encore, sous prétexte de rémunération en tant que conseiller spécial entre 1998 et 2002. Alors l'avocat de Michel Platini qui explique au Monde que Platini est clairement innocenté. On rappelle qu'en janvier 2016, Michel Platini avait dû renoncer à être candidat à la présidence de la FIFA puisqu'il avait été suspendu par la commission d'éthique de la même FIFA. La décision du MPC, du ministère public de la Confédération helvétique, peut-il conduire la FIFA à lever la suspension de Platini banni jusqu'en octobre 2019? Réponse de Maître Solari, l'avocat de Michel Platini: cette décision devrait avoir un impact si la FIFA se comportait de manière loyale. La FIFA a instrumentalisé cette mise en cause au pénal de 2015 pour ouvrir la procédure disciplinaire. En gros, il y a des élections à la FIFA l'année prochaine. Michel Platini, il est toujours suspendu. Oui, c'est une justice. Il n'y a pas une retranscription pure et simple d'une décision de justice à ce que la FIFA a décidé. Donc au final, pour l'instant, ça ne nous apprend pas grand-chose, si ce n'est une bonne nouvelle pour lui, quoi. Alors cela dit, il y a un congrès de la FIFA qui est prévu le 5 juin prochain à Paris. Alors c'est 4 mois avant la suspension. Il y a peut-être une décision qui pourrait tomber à ce moment-là également. Ils ont pas mal d'espoir dans le camp de Michel Platini. Il peut compter sur les soutiens qu'il a en interne, notamment des petits pays. Mais il faut que ça vienne, il faut qu'il y ait un mouvement interne et qu'il y ait une sorte de pression de la part des membres de manière à ce que sa sanction soit levée. Mais pour l'instant, qu'il soit blanchi par la justice, c'est un signe d'espoir, mais ça veut rien dire. Ça veut quand même dire beaucoup. Non, par rapport à la suspension par la FIFA, c'est un signe d'espoir pour lui. Oui, si son ambition c'est de pouvoir être réduit à la FIFA. De toute façon, même sans ses ambitions, ce qu'il voulait déjà, c'est être blanchi et dire je n'ai rien fait. Oui, bien sûr. Mais ça, on le savait plus ou moins. Non, mais même si on le savait plus ou moins, c'est important. Même c'est très important que toi tu le saches, mais que tu sois condamné. Ce que je veux dire, c'est que par rapport aux preuves dont nous avions connaissance, que la justice le blanchisse, c'est tout à fait logique. Mais par contre, ce qui est illogique, c'est que, moi, j'arrive plus à comprendre. Tu as des personnes comme Michel Platini, tu as Mamadou Sakho au niveau du dopage, et ils sont blanchis alors que ça lui a tout cassé à Mamadou Sakho. C'est vrai. Sa présence au club de Liverpool et la Coupe du Monde et l'Euro. Et pareil pour Michel Platini, au moment où vraiment il se présentait pour passer le cap. Alors lui qui attendait chaque fois un petit peu que Sepp Blatter laisse sa place, au moment où il pouvait et qu'il avait pris la décision, d'un coup, tout s'est écroulé. Et on voit encore que Michel Platini est blanchi. Moi, j'arrive toujours pas à comprendre ça, qu'on puisse juger une personne alors qu'on ne sait toujours pas encore si elle est coupable ou pas. Tiens, on est avec François Malardo qui est en direct avec nous. Salut François. Ça me fait drôle de ne pas avoir Olaviva. T'es sûr que t'es pas derrière nous? Oui, François, voilà. T'es sûr qu'il est pas derrière nous? Mais je le vois pas, Nicolas. T'aimerais bien. Olaviva, ça me manque. Ouais. Salut François. Salut François, t'es pas sur le plateau là? Alors François, toi tu connais bien Michel Platini également. T'as eu des échos ou pas de sa part, de la part de ses proches également? Je l'ai eu il y a une heure là, au téléphone, et évidemment c'est une victoire très importante pour lui parce que c'est la victoire de la justice
dans ce pays où le mal a été fait. Et voilà, il a gagné en quelque sorte un match très important, mais qui ressemble à un premier match dans un tournoi, parce qu'il va y en avoir d'autres maintenant. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il ne va pas en rester là. Il a déposé un recours auprès de la Cour des droits de l'homme européenne à Strasbourg, et il entend à ce que ce recours, qui a été déposé il y a quelques mois, et grâce à la décision officielle de la justice suisse, eh bien que tout ça fasse pression par rapport à la justice, entre guillemets, hein, évidemment justice, parce que la justice du tribunal arbitral du sport, mais surtout celle de la commission d'éthique de la FIFA, ce sont des justices en quelque sorte privées. Il faut savoir quand même que le TAS... On est d'accord, hein, François, pour être très précis, il y a du CIO, ce genre de choses. Il n'y a pas d'incidence sur la suspension qui a été rendue effective par la FIFA. Pour l'instant, il est toujours suspendu jusqu'à octobre 2019. Au mieux, François, en fait, ce qui se passe, c'est que ça lui donne un moyen de pression, de manière à faire pression justement sur la commission de la FIFA qui l'a suspendu, mais c'est rien de plus. C'est déjà beaucoup, parce que c'est un moyen de pression. Mais... Quand c'est la justice officielle, c'est comme si c'était le ministère de la Justice en France qui déjugeait une décision d'une commission de discipline de la Fédération française. Mais qui n'est pas obligé de la retranscrire. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est comme il y a ce recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que normalement, dans un pays de droit tel que l'est la Suisse, vous devez en toute logique suivre une décision qui sursoit à la vôtre. Quand je dis la vôtre, c'est celle de la commission d'éthique dans un premier temps, et puis celle du tribunal arbitral du sport. Sinon, la théorie du complot va prendre de plus en plus d'épaisseur jusqu'à ce qu'elle explose à la face de tout le monde, en tout cas tous ceux qui voudront bien gratter le vernis et regarder les choses telles qu'elles sont. Ouais, il y a d'ailleurs ce fameux congrès de la FIFA qui sera au mois de juin 2019. Ouais, exactement. Alors, qui sera 4 mois justement avant normalement la fin de la suspension de Michel Platini. Il y a des élections à la FIFA en plus l'année prochaine. C'est important ça aussi du coup. Oui, c'est très important, parce que quand je parle d'un match gagné, maintenant il faut passer à autre chose. C'est que Michel Platini a dit ce soir dans un entretien qu'il a délivré en France, c'est qu'il est très rancunier mais pas revanchard. Mais là pour le coup, il n'est pas du tout rancunier et très revanchard. C'est-à-dire qu'il entend son honneur est blanchi maintenant, et maintenant il entend renvoyer l'ascenseur. Donc c'est quelque chose. Alors peut-être qu'avec la Coupe du Monde, on aura une espèce de trêve des confiseurs en quelque sorte. Mais si c'est pas juste après la Coupe du Monde, ce sera à la rentrée où il pourrait peut-être y avoir quelques effets d'annonce assez concitants du côté de Michel Platini pour dévoiler quelles sont ses ambitions au niveau du football, parce qu'il n'a pas oublié ce qui s'est passé en 2015, il n'a pas oublié son envie d'être président de la FIFA, et il n'a surtout pas oublié le coup que certaines personnes qu'on peut compter, je dirais, sur les doigts d'une main, et encore, lui ont le vilain tour qu'elles lui ont joué, donc il ne va pas en rester là. Et ceux qui le connaissent savent bien que dans ces cas-là, il n'a pas le pardon facile. Et toi qui le connais bien, tu penses qu'il sera candidat s'il le peut en 2019 ou pas ? Est-ce que c'est le but là, à travers tout ça maintenant ? Là, il a été blanchi, c'était important, tu l'as dit, d'un point de vue très personnel, pour son image, pour un sentiment de justice, tout simplement. Mais est-ce que tu penses que maintenant, il a envie d'être candidat à la FIFA, justement, parce qu'on lui a enlevé finalement ce bonbon de la bouche il y a 3 ans ? Je pense qu'en se rasant le matin, il doit y penser pas mal, allez. Et qu'il se rase beaucoup, alors. Il se rase beaucoup ? Qui se rase beaucoup. Oui, il se rase beaucoup. Qui se rase beaucoup. Moi, je me rase pas. Non, c'est pas ça. Il va y penser. C'est quelque chose, tu sais, quand on te fait tomber pour quelque chose que tu n'as pas commis, parce que il se serait pas battu comme il s'est battu, il n'aurait pas eu la confiance qu'il a eue dans la justice suisse. Encore une fois, quand je parle de justice suisse, c'est pas la justice privée, c'est la justice, non, c'est la justice de la d'État, Confédération helvétique. Voilà, il aurait lâché l'affaire. Bon, désolé, j'ai déconné. Au revoir et merci. Vous n'entendrez plus parler de moi à part sur les terrains de golf. Donc là, ça n'a pas été le cas. Ça a été un long combat qui date de 3 ans, qui a commencé en 2015. Voilà, il y a un premier round de gagné, et puis maintenant il faut. Je pense très certainement, je peux pas parler pour lui, mais je le connais un petit peu, et
je pense qu'il va voir les choses différemment. Donc quand tu parles de sentiment de revanche, ouais, tu brûles. Et tu sais ce qu'il a fait pendant 3 ans du coup ou pas, François? Il n'a pas travaillé. Mais Il n'avait pas le droit. non, mais il s'est surtout battu. Il s'est beaucoup battu, effectivement, Ali, en épuisant d'abord beaucoup de recours dans cette justice du sport dans laquelle il avait confiance et qui l'a terriblement déçu. Et puis ensuite, il a fallu déplacer le combat auprès du ministère public et sortir de la Confédération helvétique pour aller auprès de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg pour porter ce combat à une autre échelle encore, parce que il s'était rangé à l'avis que en Suisse, avec la commission d'éthique de la FIFA et puis avec le tribunal arbitral du sport, il ne pourrait pas avoir gain de cause. Donc il est allé défendre son innocence sur un autre terrain. Et aujourd'hui, je vois pas, si vous avez une meilleure idée que moi, dites-le nous, mais je vois pas qui mieux que la justice suisse, ce qu'a dit le procureur finalement dans sa décision qui date de mardi et qui a été officialisée aujourd'hui, c'est qu'il y a aucun chef d'inculpation, il n'y a rien à retenir contre lui. Il n'y a rien à en dire, quoi. Circuler, il n'y a rien à voir. Il avait été entendu en tant que témoin assisté, d'accord, mais témoin dans une affaire en 2015, sur laquelle, en revanche, l'ex-président de la FIFA, lui, était prévenu. Pas la même chose. Témoin, prévenu, même si vous n'avez pas fait de droit, comme beaucoup d'entre nous, témoin et prévenu, c'est pas la même mayonnaise. Ouais, on a vu un tweet, un défilé aussi, du fils de Michel Platini, Laurent Platini, alors qui reprend l'article du Monde justement, voilà, et qui rajoute le petit commentaire enfin avec un point d'exclamation. Évidemment, parce que pour sa famille, ça n'a pas été une sinécure. Ouais, exactement. Merci François d'avoir été avec nous, merci pour tous ces éclaircissements. À très bientôt. Ciao. À très bientôt, merci beaucoup. Voilà, on vous rappelle Michel Platini, donc qui est blanchi par la justice suisse après cette fameuse affaire qui lui vaut toujours d'être suspendu par la FIFA. On le rappelle, elle est toujours suspendue par la FIFA. C'est la justice d'État qui l'a blanchi, mais pas encore la justice du foot. On a 20 jours, messieurs, du début de la Coupe du Monde déjà. Un début de la Coupe du Monde en Russie qui sera à suivre, bien entendu, sur RMC Sport. Lundi, il y a un match de préparation. 20 jours, ça fait long quand on attend cette Coupe du Monde depuis un certain temps. On a attendu plus longtemps quand même aujourd'hui. Oui, mais là, 20 jours, ça fait long. L'excitation, elle monte là. C'est vrai. Il y a les listes, on connaît qui va partir. Et puis on sait aussi qui n'y va pas. Et on sait aussi qui fait la gueule parce qu'il n'y va pas. Adrien Rabiot, alors qui a décliné qui a son statut de suppléant, a réagi aujourd'hui dans une lettre ouverte. Alors une lettre ouverte qui a été diffusée dans plusieurs médias. Elle est magnifique. Je vais vous lire quelques extraits. Je me doutais du ressentiment qu'aurait ma décision, mais je déplore d'être caricaturé. Il y a pas des violons là, comme un jeune joueur immature, incapable de mesurer la portée de ses actes. Porter le maillot bleu est pour moi un honneur, une fierté, dit-il plus loin, ou encore je n'autorise personne à parler en mon nom de ma relation avec l'équipe de France. Et là, il déclare: si j'ai décidé de me retirer de la liste des suppléants, c'est que je considère que le choix du sélectionneur à mon égard ne répond à aucune logique sportive, car depuis toutes ces années, le message était clair, ce sont les performances qui ouvrent les portes de l'équipe de France. Plus loin, il explique: je suis un compétiteur sans état d'âme, mais je suis aussi un homme et à ce titre, j'aurais aimé être considéré comme tel. Et il termine en disant: j'assume et j'assumerai toutes les conséquences de mon choix avec le soutien de ma famille et de mes proches. Vous avez pensé quoi de cette lettre, messieurs? Ridicule autant, tu sais, quand il a envoyé, on a eu vent de ce premier courriel qu'il a envoyé à Didier Deschamps pour lui dire qu'il ne voulait pas se tenir prêt à être réserviste. À la rigueur, moi, qu'est-ce que je pensais? Je me suis dit, écoute, il fait ce qu'il veut, en fait, au final. Un mec qui a pas envie de venir parce qu'il est vexé, peu importe, pour je ne sais quelle raison, s'il ne veut pas venir, encore mieux, heureusement qu'il le dit, parce que je préfère, admettons qu'il y a un pépin, je préfère, tu vois, prendre un mec qui sera motivé et qui se sera préparé correctement. Alors, et puis après tout. Petite parenthèse, puisqu'on parlait un peu de pénal aussi, tu sais que normalement, t'as pas le droit de refuser une sélection. Mais la lettre est tellement bien rédigée. Non mais le mail est bien rédigé. Non parce que c'est pas question c'est bien qu'ils disent qu'il y va pas, c'est qu'il il a pas dit qu'il n'y allait pas. Il a dit qu'il ne se sentait pas en mesure de se préparer. Mais c'est au cas où, tu vois, il pas pas prévenu quoi. Voilà. Non mais bon, dans le fond l'intention on la connaît. Bref, moi je veux dire, quand j'ai vu ce premier refus, je me suis dit après tout il fait ce qu'il veut. Moi je trouve ça bête parce que je trouve ça beau de pouvoir défendre son pays, je trouve ça beau de pouvoir s'engager pour son pays, défendre les couleurs de sa patrie. Mais bon, s'il veut pas, il veut pas. En revanche là, la seconde lettre, la deuxième lame qu'il envoie, mais c'est pathétique. Alors d'une part, c'est très mal écrit, les mots choisis sont maladroits, et surtout l'argument du sportif, je suis désolé, si on s'en tient juste à ça, ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que sportivement, quand on regarde d'une part les noms qui ont été sélectionnés à sa place, Nzonzi, je suis désolé, il fait une meilleure saison que lui au poste de numéro 6.
Rabiot, il n'a pas été très bon sur la fin de saison. Il s'est loupé sur plusieurs matchs, il a été irrégulier. Dieu sait à quel point j'aime ce joueur, à quel point je pense qu'il a le potentiel de devenir un des meilleurs numéro 6 au monde. Mais quand tu regardes la fin de sa saison, non, je suis désolé, moi je prends Zonzi 10 000 fois si tu t'en tiens juste aux performances. Tolisso, ça peut être un concurrent aussi si on le met un peu plus haut sur le terrain. Tolisso en bleu, il a été très bon. Adrien, il a jamais été très bon en équipe de France. Il a jamais sorti de prestations éblouissantes. On parle de sa lettre. Non, mais parce que dans sa lettre, il dit c'est le sportif qui doit décider ou pas de la sélection. Et ben sur le plan sportif, il ne mérite pas, relativement à ses petits camarades, d'aller en sélection. Et dernière chose, avant de te laisser la parole, Ali. Moi, je me mets à la place des milieux de terrain qui ont été sélectionnés en équipe de France. Tu penses qu'ils pensent quoi? Tu penses qu'il pense quoi quand il dit que sportivement, lui, il méritait? Donc ça veut dire quoi? Ça inclut quoi? Qu'il y en a un d'entre eux qui ne mérite pas? Ali, comment t'as réagi toi à cette lettre? Sa lettre n'est pas stupide. Mais la différence, quand tu joues au niveau footballeur professionnel, ce n'est pas non plus un métier où il y a... On retrouve souvent la langue de bois. C'est-à-dire tu ne peux pas dire tout le temps... ce qui est juste. Le sélectionneur ou voire l'entraîneur ne fait pas toujours ce qui est juste. Et là-dedans, la position, ce qu'il dit, dans le fond, c'est vrai. Mais par contre, c'est des choses qui ne se disent pas quand tu veux faire carrière dans le football. Pourquoi c'est vrai? Tu te penses que sportivement est mérité comme non, il le dit? Non, pas du tout. On parle. C'est ce qu'il dit. C'est quand il parle pas personnellement de lui. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué cette année. Alors Ali, regarde, juste un truc. Non, mais attends, je finis. Vas-y. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué comme Mendy. Je parle pas de Rabiot personnellement. Ouais. Il parle de critères. Un joueur qui ne joue pas comme Mendy, normalement. Mais alors que j'adore ce joueur. Ali, là, tu fais fausse route parce qu'on parle de concurrence. En l'occurrence, et Benjamin Mendy n'a pas le même poste. Donc quand tu regardes le vivier de joueurs à ce poste-là, je suis désolé, il ne mérite pas. On parle de critères. Mais les critères sont relatifs. Non plus. C'est relatif aux critères d'autres. Mais vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? On en revient à une chose. Simplement que ce n'est pas une question de critères. L'équipe de France ou les équipes nationales, c'est simplement le choix du sélectionneur. Mais justement, Ali, c'est là où son argument est... Alors, là, le choix du sélectionneur. Là où je vais rejoindre Jonathan, je t'explique. Moi, la phrase qui m'interpelle dans cette lettre, c'est celle où il dit si j'ai décidé de me retirer de la liste des suppléants, c'est que je considère que le choix du sélectionneur à mon égard ne répond à aucune logique sportive, car depuis toutes ces années, le message était clair. Ce sont les performances qui ouvrent les portes de l'équipe de France. Didier Deschamps a répondu à ça lorsqu'il a donné sa liste en disant les performances d'Adrien en équipe de France ne sont pas du tout les mêmes qu'avec le niveau du PSG. Et surtout, Didier Deschamps, il a expliqué quand il a donné sa liste, mais il l'avait déjà fait en 2016 et il l'avait déjà fait en 2014. Il avait dit le critère, c'est pas le sportif. Moi, je sélectionne des mecs pour être dans un groupe. Donc l'argument de Rabiot de dire c'est le sportif. Deschamps arrête pas de dire ça depuis des années. Bah non, il dit pas ça depuis des années. Non, le problème, c'est que la plupart de ces joueurs-là ne font pas la différence déjà entre leur niveau en équipe de France et leur niveau en club. Ouais. Sous prétexte que... parce que sort ses stats en club aussi. Exactement. Tu peux avoir des joueurs qui sont très moyens en club. On en avait, je prenais l'exemple... Giroud, je ne parle pas de Giroud. Jean-Philippe Durand à l'OM qui était remplaçant et qui était titulaire en équipe de France. Mais... Non, pour en revenir à Rabiot, sous prétexte. Et la plupart des joueurs, je vois un Kylian Mbappé qui joue au PSG avec cette mentalité de joueur star du PSG qui domine la Ligue 1 et qui veulent se mettre un petit peu au niveau de ces autres stars du PSG, style Neymar, Thiago Silva, Alves, on oublie en fait que eux ne sont pas arrivés à leur niveau avec autant de titres. Attends, juste, je vais te reprendre sur un truc que tu as dit. Non, mais c'est pas ça. Écoute-moi, c'est ça, parce que t'as dit quelque chose qui est totalement faux. C'est quand t'as parlé des critères, en fait, j'ai l'impression je pense que les fils sont touchés ou quoi, parce que quand tu parles de Benjamin Mendy, pourquoi tu parles de Benjamin Mendy? Un critère sportif pour faire une sélection, c'est pas un critère qui est absolu. Je suis tout à fait d'accord avec Nico, ce sont des critères qui sont relatifs par rapport aux performances des autres joueurs. C'est Deschamps qui l'a dit. C'est pas des critères qui sont absolus. Quelles sont les performances de Mendy cette année? Mais c'est pas. Non, mais réponds-moi. Il a pas joué, mais en fait, on parle de performance. Écoute, écoute, la même chose. Non, pas du tout. Écoute ce que je viens de dire et tu vas comprendre. Mais non, les critères ne sont pas absolus. Les critères ne sont pas absolus. Ils sont relatifs comparés à la concurrence. Mais je le sais, je suis bien placé. Il joue latéral. J'ai été joueur de foot. Mais tu comprends pas ce que je te dis. Non, je parle pas de poste. Rabiot. Non, mais parce que Rabiot se sert de quoi? Il ne se sert pas de la concurrence du milieu de terrain, parce que normalement, au milieu de terrain, que ce soit Nzonzi ou Rabiot, normalement, ils ne doivent pas y être en équipe de France. Pourquoi? Nzonzi n'a pratiquement pas joué avec l'équipe de France. Vrai ou faux? C'est vrai, mais il a fait une meilleure saison. Attends, mais on ne parle pas de saison en club. Il le dit, Deschamps.
Il a dit en équipe de France. Bon quand il est rentré. Alors il a mis le pote quand il a joué en bleu, il a été meilleur que toutes les sélections d'Adrien Rabiot. Mais un joueur, il peut ne pas jouer du tout, jouer en équipe de France et arriver à exploser tout le monde. Et j'en reviens à une chose, c'est que tu prends Lucas Digne, qui est là depuis longtemps à l'équipe de France, qui est présent et tout, et qui disparaît en moins de 2 secondes, alors que Lucas Hernandez a joué et récemment, et Benjamin Mendy. Le critère, c'est quoi? Pourquoi il prend Lucas Hernandez? Mais moi, parce qu'il a d'une part parce qu'il a pas plus la valeur, et d'autre part parce qu'il est polyvalent, ça peut se comprendre. Non, c'est même pas ça pour des mais non, aussi. Mais c'est pas que ça par rapport à Digne. Par rapport à Digne, je parle pas de Rabiot. C'est un problème pour la vie du groupe. Non, du tout. Il est polyvalent. Le sélectionneur a ses critères, il faut les respecter. C'est tout. C'est quoi tu dis? Parce que pour Deschamps, Lucas Hernandez et Benjamin Mendy sont 10 fois meilleurs que Digne. C'est pas compliqué. Tiens, juste, je vous lis. Mais quand il parle de groupe et depuis longtemps, Lucas Digne, ça fait longtemps qu'il est là, qu'il attend. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Je vous lis. Après la lettre de Rabiot. Et c'est le problème. C'est parce que Rabiot n'a jamais été bon en équipe de France. Jamais. Après la lettre de Rabiot, il y a une réaction quand même du Paris Saint-Germain qui a balancé un communiqué de presse. Alors vous savez, Paris United avait expliqué il y a 2 jours que Rabiot devait voir Tourelle, que finalement le rendez-vous avait été repoussé parce qu'il voulait plus penser au football, qu'il avait réclamé même une réaction de la part de ses dirigeants. Il y a un communiqué de presse. Alors c'est un robinet d'eau tiède. Le club tient à souligner le lien particulier qu'il nourrit avec un joueur arrivé au centre de formation en 2010 et qui a ensuite gravi avec talent et caractère tous les échelons jusqu'à devenir un élément majeur de notre effectif professionnel. Et un peu plus loin, le communiqué explique que le Paris Saint-Germain ne souhaite pas interférer dans un dossier qui concerne avant tout un joueur et la sélection à laquelle il est rattaché. Voilà, ils défendent le joueur mais pas trop quand même. Ils veulent se brouiller avec ils ont raison. Nicolas, tu sais, par rapport à ce que Ali, mais même je pense qu'Adrien Rabiot, lui non plus, c'est pas un problème pour la vie du groupe. D'après les échos qu'on en a, c'est quelqu'un qui s'entend bien avec tout le monde. Il est le meilleur ami de Benjamin Mendy. Est-ce que ça vient de lui? Non, attends. C'est pas un problème pour le groupe. Je pense que ce qu'il paye surtout, outre ses performances sportives du moment qui sont pas bonnes et outre ses performances en bleu qui ont jamais été bonnes, je pense que c'est sa déclat là. Quand il dit qu'il faisait trop voix pour jouer, la nonchalance qu'il a montrée, c'est son attitude vis-à-vis du sélectionneur et peut-être pas forcément envers le groupe. Mais c'est aussi grave. Non, vis-à-vis surtout du sélectionneur. On va accueillir Damien. C'est ce que je viens de dire. On va accueillir Damien dans quelques instants et qui nous a appelé au 32-16. Si vous voulez réagir à cette lettre ouverte d'Adrien Rabiot, on vous attend au 32-16. Ne parlez pas en même temps qu'à la radio. Et sur le hashtag RMC Live, bien entendu, on écoutera Steve Mandanda aussi, qui s'exprimait en conf de presse, mais c'était juste avant que la lettre soit publiée par Adrien Rabiot également. Allez, à tout de suite, au 32-16.